forward. Bien, eh ben, écoutez, merci à tous. Vous êtes déjà très nombreux en tant que spectateurs, plus de 200. Merci de nous rejoindre, de nous retrouver. Sans plus tarder, d'ailleurs, je souhaitais remercier tous les retailers, au même titre que nos partenaires. Je vais commencer par nos partenaires et nos speakers, évidemment. Guillaume Darras, qui est ici présent, et Laurent Milchior, qui va nous rejoindre incessamment. Euh, on va évidemment être assez nombreux. Vous êtes très très nombreux en tant que retailer à vous être inscrits et pour participer à ce premier webinaire de l'ICC du groupe Diamart. Merci à vous. Vous vous reconnaîtrez et évidemment, je voudrais aussi remercier tous les acteurs de notre écosystème, nos partenaires. Un merci particulier à Lafayette Plug and Play qui m'a aidé aussi à compiler les meilleurs techs pour la reprise et également à Sarona Partner et l'ambassade d'Israël qui a d'excellentes techs également. Je voudrais également maintenant passer la parole à Cédric Ducrot, président du groupe Diamart, qui va faire une petite introduction sur le thème du jour. À toi, Cédric. Bonjour à tous. On va pas beaucoup parler du présent aujourd'hui. On va surtout essayer de parler de l'avenir, de qu'est-ce qui va se passer après. Évidemment, autant dire qu'on est dans la pitié et un peu la boule de cristal, puisqu'on est dans des circonstances si totalement inédites qu'elles sont quand même assez largement imprévisibles. Enfin, on va essayer de vous donner quelques insights sur comment ça pourrait se passer, et puis avec les témoignages de Laurent et Guillaume qui présentent l'avantage d'être sur des secteurs extrêmement différents et sur des types d'achats extrêmement différents. Vas-y, passe. Oui. Donc, la première question qu'on a tous en tête, c'est évidemment, est-ce que ça va repartir et à quel rythme et comment sera le CA dans les prochains mois, on va dire d'ici la fin de l'année. Je vous ai mis là une espèce de petite courbe un peu simple qui résume ce que la majorité des retailers, une espèce de synthèse, de moyenne sur ce que là, beaucoup de retailers ont en tête sur comment pourrait être le chiffre d'affaires. D'une manière générale, ce que je crois malheureusement on a tous admis maintenant, c'est qu'il n'y aura pas une reprise rapide et un retour rapide à la normale dans la majorité des secteurs. On va être sur des mois de mai et de juin complètement bizarres. On va y revenir sur le type d'achat qui pourrait fonctionner. Mais on sera également, au global, certainement très très loin des ratios normaux. Et la plupart des retailers maintenant commencent à intégrer dans leurs prévisions le fait que même d'ici la fin de l'année, on ne reviendra pas sur des niveaux de chiffre d'affaires normaux. Certains secteurs seront plus touchés que d'autres. Laurent nous dira par exemple sans doute que la mode n'est pas le secteur le plus optimiste sur les niveaux de prévision de chiffre d'affaires sur le S2. Hein. Il y a des secteurs où ça devrait se passer peut-être, on espère, un petit peu moins mal. Bon, voilà. Donc, après, ce qui est difficile, au-delà des différences par produit, ce qui est plus intéressant peut-être, c'est d'essayer d'avoir une lecture de ça au travers des clients aussi. Et vas-y Michel, ça passe le slide. On a essayé d'imaginer. En fait, les gens vont avoir des réactions très différentes en fonction de plein de paramètres. On imagine qu'il y a deux dimensions qui vont être assez structurantes. D'abord, il y a une dimension qui est éternelle, qui n'est pas spécifique à la période, qui est-ce qu'on est face à des gens qui sont plutôt des gens qui ont le sentiment de maîtriser leur vie et d'être dans un confort relatif sur le plan financier et socioculturel, ou des gens qui ont le sentiment de subir leur vie, d'être écrasés, dominés par la situation socio-économique. Donc, bien entendu, ça fait une première grille de lecture. Que vous croisez ça avec le niveau d'anxiété envers ce virus qui va continuer à traîner partout dans les mois qui viennent, et vous avez probablement une grille de lecture qui aide à imaginer le type d'achat et le type de comportement que les clients pourraient avoir entre l'essentialisation des bobos, du retour à une consommation plus saine, plus RSE qu'on sent venir chez certains, ou au contraire les gens qui auront vraiment des problèmes financiers, qui seront dans l'angoisse et la contraction et qui réduiront leurs dépenses pour aller chez les discounters, ou à l'inverse, ceux qui pourraient faire des achats de compensation et de plaisir frustré, c'est-à-dire tout ce plaisir frustré qu'on a accumulé, et de dire non, nous on veut revenir à la normale le plus vite possible. Donc en fonction des différents types de clients et du profil de clientèle que vous avez, vous, enseigne, on arrive finalement assez bien à se projeter sur comment ça pourrait être en termes de consommation, en tout cas à poser des hypothèses. Et pour aller plus loin, effectivement, Michel, on a
on lance la groupe Biomart, ce sera mon seul propos commercial du jour, 15 secondes, pour vous dire qu'on lance une étude en souscription qui va démarrer, où le terrain va démarrer le lendemain de la réouverture et va s'étaler sur plusieurs mois pour aider les retailers à comprendre de manière très très à chaud, en live, in situ dans les magasins, les comportements des gens, plus du online et de la veille de réseaux sociaux, etc. Avec 3 horizons de temps et de livrables, du à chaud juste à la réouverture pour aider à ajuster les plans commerciaux en temps réel, dans l'immédiat, où on est sur des méthodologies dans lesquelles on délivre les premiers insights 3 jours après le terrain, quoi. On est vraiment sur du temps réel, du just-in-time. Ensuite, en juillet, on livrera un rapport plus approfondi et quanti sur comment préparer la rentrée. Et dans le courant de l'automne, on livrera des visions, on aura eu le temps de décanter, les clients auront eu le temps de s'installer dans sinon une routine, en tout cas dans le monde d'après. Et donc là, on regardera comment les choses ont l'air de s'installer pour durer de manière plus profonde. Alors, après cette petite ouverture sur la boule de cristal, si on regarde les choses sous un angle différent, on va te demander qu'est-ce qui occupe les dirigeants d'entreprise en ce moment. Il me semble, moi, qu'il y a les grands... tous les dirigeants du retail ont les mêmes chantiers en cours, hein, et Guillaume et Laurent probablement rebondiront sur certains d'entre eux. La priorité des jours actuels, et encore pour quelques jours, c'est de sécuriser la partie financière avec les PGE, la trésorerie, la discussion sur les loyers qui, comme vous le savez, occupe pas mal les esprits en ce moment. Bien sûr, c'est de continuer à gérer l'urgence de ce point de vue-là. Bon. En même temps, il faut préparer la réouverture opérationnelle, même s'il y a encore énormément de questions qui sont posées. Et Guillaume, par exemple, nous racontera à quel point, quand on rouvre, puisque certains magasins gamme vert ou Jardiland ont pu ouvrir avant les autres, ça. Et tu nous raconteras, Guillaume, des exemples de l'infini nombre de micro-questions auxquelles on ne pense pas forcément au début, et qui, avec des réglages opérationnels qu'il faut essayer d'anticiper, qui en même temps sont quand même assez complexes à voir venir, parce qu'on n'est pas très habitué à cette situation. Ensuite, on a toute la partie replanification de l'activité sur les prochains mois, que ce soit les plans d'action commerciaux. On va évidemment pas... Tiens, est-ce qu'on fait des soldes cette année? Voilà. Comment on replanifie la stimulation commerciale? Est-ce qu'il faut faire venir les gens dans les magasins, ou est-ce qu'on veut surtout pas trop de monde dans les magasins parce que de toute façon, on ne les laissera pas entrer? Et puis toute l'activité derrière, les niveaux d'achat, la supply, etc. Il y a un travail, pour aller plus vers le stratégique, qui est difficile, qui est à peine engagé là. On a géré l'urgence pour le moment, on n'a pas encore attaqué l'important, on n'a pas eu le temps. Donc dans la plupart des retailers, l'étape d'après, c'est de reprioriser la roadmap stratégique et de transformation. Vous avez tous des longues listes, très très longues listes de projets que vous êtes déjà à peu près incapable d'adresser autant que vous voudriez en temps normal, parce qu'il y en a déjà trop. Alors, quand vous allez être maintenant sur des budgets hyper réduits, des équipes réduites et une complexité nouvelle, évidemment, il va falloir reprioriser la roadmap en évitant le piège qui consiste à sacrifier l'important au profit de l'urgent et à accumuler encore du retard sur les projets à suivre. Et enfin, derrière, il faudra commencer petit à petit, mais là, on est plutôt... on n'a même pas vraiment commencé du tout encore, à se forger une vision d'après sur à quoi ressemblera le retail après-demain, en tant que modèle commercial, bien entendu, et de comportement des clients, en tant que relation avec les clients. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience magasin quand on doit se tenir à 1,50 m de son client et que le client est tétanisé d'anxiété, mais aussi plus fondamentalement sur qu'est-ce que c'est que le retail physique dans un monde omnicanal avec un virus qui se balade, et puis sur le plan managérial et organisationnel, comment on gère les équipes. Par exemple, la relation entre les planqués de l'arrière au siège et les héros discrets de la ligne de front, il va falloir faire vraiment attention à la façon dont on garde la cohésion, sans parler de l'expansion internationale et de toutes les autres dimensions. Voilà. Donc, on aborde des époques intéressantes. Moi, je suis assez fasciné par la réactivité des retailers sur les dernières semaines. Le retail, c'est un métier dans lequel il y a un ADN de pragmatisme et de réactivité depuis toujours. Et là, vous l'avez redémontré encore de manière, je trouve, assez remarquable sur les dernières semaines. Il va falloir garder activé cet ADN parce qu'on n'a pas fini d'être dans l'improvisation. Exactement. Écoute, merci Cédric pour cette introduction. Sans transition, on va passer à notre partenaire Comarch, avec qui on sort aujourd'hui un livre blanc
qui justement essaie de réunir un certain nombre de pistes. Quel plan d'action pour demain, dans le food notamment, le commerce spécialisé, comment préparer la reprise. Ça a été rédigé avec l'équipe de Global Retail News et je remercie Sophie Baquet et Anne-Sophie également pour leur contribution et toute l'équipe de Comarch. Et ce livre blanc, vous pourrez le télécharger. On enverra le lien à tout le monde à la fin du webinaire. Et vous pourrez tous le récupérer. Il fait 12 pages. Il est vraiment passionnant. Il y a des belles interviews et beaucoup d'informations sur le retail post-Covid et ce qu'on peut en espérer. Je vais tout de suite passer le relais à nos partenaires du jour, la société Comarch, avec Eric Léval, directeur retail, et David Royer, qui est directeur conseil spécialisé dans le CRM et la fidélité. Je vais commencer tout de suite avec une question pour vous, messieurs. Et notamment pour toi, Eric, depuis quelques années, on ne parle plus d'omnicanal, mais on parle de commerce unifié. Les retailers traditionnels, ils ont pris la mesure finalement qu'ils devaient être présents sur tout le parcours des clients, que ce soit online, en magasin, et tous les parcours possibles. Et est-ce que tu peux nous donner un petit peu une notion en quoi consiste cette mutation, Eric ? Oui, tout d'abord, bonjour à tous. Et effectivement, Michel, depuis plusieurs années, face à la concurrence de ce qu'on appelle les pure players du e-commerce, les retailers traditionnels, qu'on appelle aussi brick and mortar dans le jargon, ont déjà entamé depuis plusieurs années maintenant leur mutation vraiment organisationnelle et technologique pour avancer justement sur ce chemin du commerce unifié, parce que c'est quelque chose qui se met en place sur le long terme. L'objectif principal, c'est de supprimer toutes les frontières entre les différents canaux, c'est pour ça qu'on ne parle plus d'omnicanalité, pour améliorer l'expérience client en mettant celui-ci, le client, au centre de toutes les attentions. L'objectif aussi, donc, c'est ainsi d'apporter une cohérence et surtout une complétude entre le online et le offline, qui était encore vu sous certains aspects comme des canaux concurrents. Ce qu'il faut voir, c'est que cette mutation, elle n'est pas nouvelle. Elle a déjà été initialisée nous on voit dans à peu près, on va dire, statistiquement plus de 50% des enseignes, et elle se faisait progressivement, en passant par ce qu'on appelle des quick wins, comme par exemple la mise en œuvre d'un référentiel client unique, la fourniture de services additionnels de type click and collect dans les magasins, ou la e-réservation, ou la digitalisation du magasin avec tout ce qui est déploiement de solutions mobiles pour les employés. Dans ce contexte, Eric, c'est quoi l'impact du Covid-19 ? Alors, le Covid-19, ce qu'il a fait, la crise sanitaire, elle a donné un coup d'accélérateur. Puisqu'effectivement, on voit avec la fermeture pour beaucoup d'enseignes, si on prend les enseignes non alimentaires, la fermeture de beaucoup de magasins physiques qui représentent toujours à peu près, on va dire, autour de 80% du chiffre d'affaires, et bien effectivement, la transformation, elle a été accélérée et on va dire même été précipitée dans certains cas. On a pu voir des enseignes qui ont transformé en un temps record, et donc là je rebondirai sur ce qu'a dit Cédric, c'est qu'effectivement les retailers ont fait preuve de pragmatisme pour transformer par exemple des magasins en drive, voire même en entrepôt, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis avec ce qu'on appelle les dark stores de Whole Foods ou Kroger, et même Monoprix qui s'est lancé en France, pour transformer carrément le magasin en lieu de préparation. Donc ça s'est fait très rapidement, bien sûr sous la contrainte. Ça ne permet toujours pas d'atteindre le niveau d'activité antérieur, mais c'est quand même bien la preuve que le retail a la capacité de s'adapter rapidement, même à l'imprévu. Et alors, donc, ceci a été possible alors, non seulement grâce aux technologies, on a parlé de la digitalisation du magasin, la flexibilité du système d'information, ça c'est un élément vraiment important, mais c'est aussi, et peut-être surtout, je dirais, grâce au capital humain, puisque sauf exception, on va dire, les employés ont souvent accepté de bouleverser leur poste de travail et carrément de repenser le commerce avec ces nouvelles conditions sanitaires imposées. Et donc ça, c'était un élément aussi très important. On peut citer par exemple l'encaissement mobile, qui était souvent considéré comme un nice to have dans beaucoup d'enseignes. Demain, est-ce que ça ne sera pas une solution afin d'éviter les files d'attente et la promiscuité des clients autour des caisses? On parle du self-checkout là. Ouais. Pardon? C'est le self-checkout.
le self-checkout ou l'encaissement mobile, parce que le self-checkout, c'est encore déjà, c'est beaucoup dans l'alimentaire et pas dans les autres secteurs d'activité. Et puis, ça reste sur des endroits qui sont relativement proches les uns des autres, alors qu'effectivement, la partie mobile, ça permet effectivement de se déplacer dans les surfaces du magasin. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que beaucoup de clients ont découvert, alors avec succès ou déconvenus, ça je pense, de nouveaux modes d'interaction avec les marques. Et effectivement, le déconfinement, ça ne sera pas un retour à la situation d'avant. Le comportement des consommateurs, il était complètement modifié. Et effectivement, l'impact, c'est savoir comment, après le déconfinement, comment il va retrouver les liens avec les enseignes qui ont été un peu perdus ou distendus. Absolument. Merci Eric. J'aimerais maintenant passer la parole à David, l'expert CRM et fidélisation chez Comarch. Alors, la question que se posent de nombreuses enseignes, c'est comment mesurer l'impact durable de cette crise sur le comportement d'achat des futurs clients. David. Ouais. Bonjour à tous d'abord. Merci Michel. Comme on le disait, hein, c'est le comportement qui va être clé hein, dans l'avenir, dans ce qui s'est passé et dans ce qui va se passer, et surtout dans la reprise en main de ce comportement, de cette relation entre le client et le retailer. Relation qui a été perdue, bouleversée en tout cas, par un stimulus complètement hors de contrôle, qui est le confinement, le virus, hein, je pense qu'on ne l'apprend à personne, et qui a modifié les comportements, pas souvent par choix, avec dans certains cas, ça a été un arrêt de la consommation complète ou quasi complète sur certains biens ou certains types de secteurs, des modifications de canaux, on parlait de drive, on parlait de click and collect et tout ça tout à l'heure, modifications d'habitude en termes d'horaire, des changements géographiques ou à minima de zones de chalandise. Hein. Si je ne vais plus à l'école, que je ne vais plus au travail, que j'ai plus de vie associative, il y a peu de chances que j'aille dans le même magasin qu'avant pour aller faire mes courses, d'autant plus quand je suis limité en termes de périmètre. Ce qui a provoqué au final pour l'ensemble des clients, pour l'ensemble des relations, du churn, de l'attrition, que j'ai résumé sous le nom d'infidélité. Après, est-ce que cette infidélité, elle va être pérenne ou pas? Dans certains cas, c'est bien qu'elle soit pérenne, parce que des enseignes vont récupérer des nouveaux clients. Dans d'autres cas, on aimerait bien aussi récupérer les clients, à minima les clients qu'on avait avant. Et c'est là qu'est le nerf de la guerre, dans cette reprise en main de cette relation entre le retailer et le client, c'est comment on va pouvoir effectivement reprendre en main. Alors, on n'a pas de boule de cristal, hein, pour reprendre ce que Cédric disait tout à l'heure. Par contre, on a quelques outils pour ça. Et un des outils que l'on peut proposer, c'est sur le slide suivant si tu veux, Michel, un des outils qu'on peut proposer, c'est la fidélisation. Alors, vous allez me dire, aujourd'hui, la fidélité, c'est peut-être assez loin de mes préoccupations. Cela dit, c'est un outil qui, de mon point de vue, a été sous-utilisé jusqu'à maintenant. Il a été réduit pour beaucoup à des activités purement transactionnelles. Et c'est là où aujourd'hui, il va falloir, pour reprendre la main sur ce comportement client, sur cette relation client, il va falloir faire intervenir de plus en plus les notions de ce que j'ai appelé l'engagement, pour être beaucoup plus large que la partie fidélité, mais on va faire intervenir des composantes relationnelles, servicielles, comportementales, sur lesquelles on a déjà commencé à discuter. Ça fait de nombreuses années, hein, c'est les voitures qui n'étaient pas la voiture de course, hein, dans les slides d'Éric d'avant, mais sur lesquelles je pense qu'il faudra aussi accélérer parce que ça peut apporter des choses sympathiques. Très bien. Merci beaucoup Eric et David pour ces éclairages. Beaucoup d'informations qu'on retrouvera également dans le livre blanc que vous pourrez télécharger tous, et un mail sera envoyé à tous les participants pour ça. Sans tarder, on passe au cœur du débat, et je vais donner la parole à nos speakers que je remercie au passage. Merci Guillaume, merci Laurent d'être avec nous. Merci Cédric, à vous. Merci. Cédric, c'est à toi de reprendre la main. Attends, je crois que le micro de Cédric est coupé. Voilà, c'est mieux comme ça. Laurent, toi, tous tes magasins sont fermés, donc on va peut-être d'abord écouter un petit peu Guillaume qui a une actualité immédiate à nous raconter, qui fait partie des rares qui ont le droit d'ouvrir des magasins, au moins en partie. Et puis on reviendra après sur quel dispositif ce que vous anticipez pour la réouverture.
Donc toi, Guillaume, tu as du soleil, des gens qui sont dans leur jardin et donc tu leur vends des trucs. Mais, Donc InVivo Retail, hein, pour ceux qui n'ont pas bien situé, c'est Gamme Vert et Jardiland principalement, plus quelques autres petites enseignes. très bien. Bah, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, d'abord, je suis ravi de pouvoir partager, hein, et je vais le faire avec beaucoup d'humilité parce que je pense que ce qu'on vit en ce moment nous ramène vraiment à cela. Donc, nous, on a une petite spécificité, c'est que suite au décret des 14 et 15 mars, on a été autorisé à ouvrir la partie alimentation animale de nos jardineries. Donc, c'est ce qu'on a fait. Ça pèse que 20-25% de notre chiffre d'affaires. Donc, comme beaucoup d'entre vous, on a fortement réduit la voilure et on a mis sur nos magasins intégrés à peu près 3000 collaborateurs en activité partielle, soit arrêt total, soit arrêt partiel. Donc, depuis le 6 avril, on a été autorisé à réouvrir l'ensemble de la surface de vente. Et donc, on a commencé à remonter progressivement en puissance, essentiellement depuis le début de cette semaine, parce que y a un incontournable qui est d'être bien préparé en termes de gestion du flux client et de méthodes pour appliquer les mesures barrières et de disposer du matériel de protection pour tous les collaborateurs. Moi, j'ai vécu ça un peu au fil de l'eau, hein, puisqu'on continuait d'être un petit peu ouvert. Et réellement, tant qu'on n'est pas bien au carré sur ces éléments-là, il y a une forme de tension, hein, des collaborateurs. Hein. Alors, il y en a plus ou moins inquiets que d'autres. Et nous, le fait d'avoir pu se préparer un peu, on a rappelé les collaborateurs. On a été assez surpris d'abord du taux de retour, hein, puisqu'on a eu 90% des collaborateurs qu'on a rappelés qui sont venus. Et eux qui avaient un regard neuf se sont dit « Ah, il y a une attention de l'employeur, il y a une attention de l'enseigne vis-à-vis de nous. » Voilà, rapidement. Et avec un niveau de stress et de trouille élevé des équipes ou Alors, il y a c'est comme la population française, hein, il y a de tout. Il y a très clairement, hein, on a des magasins où il y a eu des cas de Covid. Donc là, effectivement, ça panique un peu plus tout le monde. Peut y avoir le niveau d'exigence de certains clients sur ces sujets-là, voilà, parce qu'ils amènent leur stress, hein, même si on gère un flux limité. Donc le sujet d'explication, hein, et je pense que c'est peut-être un thème sur lequel on pourra revenir un petit peu plus tard, de management, de rôle clé du management intermédiaire, des directeurs régionaux, etc., qui sont dans une situation complexe, hein, pour réaliser l'animation est assez clé dans des périodes où un peu mécaniquement, comme en période de crise, on est un peu plus en communication descendante. Vous êtes sur des tailles. La culture managériale, c'est quoi? C'est beaucoup d'initiatives locales et des équipes habituées à se débrouiller un peu? Ou c'est une culture très descendante, comme on va avoir chez Etam, par exemple? Souvent, j'imagine, dans le textile, c'est comme ça. On a des petites équipes dans les boutiques avec un management très descendant. Donc, un niveau de responsabilité et d'initiative habituellement limité dans ce qu'on demande des équipes. Laurent, je parle sous ton contrôle, hein, j'espère que je… Oui, non, c'est vrai que c'est assez comme ça, même si je pense on fait partie d'entreprises reconnues pour donner pas mal de liberté à nos équipes, mais sur des surfaces où il y a 150-200 mètres carrés avec une équipe de 8 personnes, forcément, c'est un peu plus descendant que j'imagine que sur une jardinerie de plusieurs milliers de mètres carrés avec des équipes importantes.
Et puis, nos équipes ne choisissent pas l'assortiment, relativement peu, alors que j'imagine que dans la jardinerie, il y a un choix d'assortiment en fonction des régions et des typologies de jardinerie qui est plus important encore que le nôtre. Est-ce qu'on peut imaginer que dans un contexte comme ça, la capacité d'initiative ou la culture de responsabilisation locale est un vrai atout, je suppose? Oui. Alors après, nous, notre structure d'offre, elle mélange à la fois du très centralisé et du décentralisé. Donc, bien évidemment, la culture d'initiative est plus forte dès lors qu'on a une grande part de son assortiment qui est en décentralisé et que on n'est pas réglé comme des papiers millimétrés, notamment sur les sujets d'un certain nombre de plans merchandising. Il y a des endroits comme dans les produits frais, dans les supermarchés, où l'impact du collaborateur, du manager de rayon est clé. Le réglage un petit peu fin là-dedans, c'est, comme tu l'as cité en début, c'est comment l'initiative, je peux la corréler quand même avec un pilotage du cash un peu plus fin, donc sur tous les budgets d'achat qui sont traditionnellement laissés à l'initiative des magasins, et comment je rentre quand même dans un mode beaucoup plus directif sur tout ce qui est consigne de sécurité. Oui. Voilà. Là, ne peut pas y avoir de débat. Alors justement, Guillaume, il y a une question qui arrive là dans les questions-réponses, une question de Grégoire Spisser. Comment est-ce que vous avez organisé les équipes en backup pour parer aux contaminations des magasins? Comment est-ce qu'est géré finalement les solutions de désinfection compte tenu des conséquences de quatorzaine? Alors, donc, le premier sujet, c'est la prise en compte psychologique de l'équipe. Donc, dès qu'on a un cas dans un magasin, on réunit tout le monde téléphoniquement avec les responsables RH. Voilà, pour une bonne prise en compte psychologique. Et ensuite, on rentre dans des process assez mécaniques. On fait une désinfection du bâtiment qu'on ferme ensuite pendant 24 heures. Puis, retour des équipes avec une acceptation un petit peu plus large des gens qui ne se sentiraient pas forcément bien. Alors, le point pratico-pratique, c'est le prestataire, parce que on serait en temps normal, je pense que c'est des tâches qu'on traiterait à l'interne. Par rapport à la psychologie du moment, il y a une forte demande que ce soit des prestataires externes qui interviennent. Et si je peux humblement me permettre un petit conseil, c'est de bien verrouiller vos prestataires avant le redémarrage, parce qu'ils ont pas mal de demandes, voilà, et que ça, vis-à-vis des collaborateurs, avoir un externe qui intervient sur ces sujets-là, c'est assez clé. Ok. Donc, Laurent, toi, tes magasins sont fermés. Il reste que le e-commerce, qui, j'imagine… Quasiment. On a réouvert en Allemagne lundi un magasin, parce qu'on est essentiellement en corner. On a un magasin de centre-ville qui a réouvert à Hambourg. Donc, notre expérience, nous, c'est qu'on a réouvert avec une très bonne journée la première journée. On a fait plus 30%. Et ensuite, on a fait moins 90 mardi, mercredi, jeudi. Ah oui? Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est qu'une boutique, c'est une petite boutique, mais en tout cas, c'est notre expérience. Mais je reviens parce qu'on a nos entrepôts qui sont restés ouverts avec le e-commerce. On a un petit tech center qui est une petite usine qui fait tous nos prototypes et qui produit des masques depuis le démarrage de la crise. Et j'ai été les visiter avant-hier, donc j'ai fait le tour de mes entrepôts parisiens et ensuite je suis parti à Lille. Et c'est vrai que les équipes, elles ont une forme d'angoisse, mais en même temps, c'est un peu comme ta courbe que tu montres au début. La réalité, c'est qu'au début, l'angoisse, elle est assez forte, surtout qu'on a un entrepôt dans l'Oise, donc qui était vraiment l'épicentre français avec l'Est du virus au démarrage. Donc, une forte crainte de continuer à venir travailler dans l'entrepôt, etc. Et puis, avec le temps, finalement, les gens se sont habitués à cette situation et sont assez demandeurs de travail, en fait. Et moi, l'écho que j'ai eu, c'est des équipes qui m'ont, dans les 4 sites, remercié de pouvoir venir travailler.
Ouais. Et je pense que les collaborateurs se rendent compte aussi que d'être confinés pendant 5 semaines, parce qu'on en a un peu plus de 5 semaines, autour d'eux, c'est extrêmement difficile. Et finalement, le lien social qu'apporte le travail, c'est finalement une super valeur. Et même, on parle là de personnes dans des entrepôts et dans un petit atelier. En fait, dans l'intégralité des sites, que ce soit un peu plus chaud socialement ou non, ils m'ont toutes, parce qu'il y a beaucoup de filles chez nous, mais m'ont remercié du fait de leur donner l'opportunité de travailler dans des bonnes conditions, puisqu'on avait acheté des gants et des masques et du gel très en amont de la crise dès janvier. Donc, on a pu les équiper tout de suite et on a effectivement observé les règles de distanciation sociale, etc. Donc ça les a rassurés. Et finalement, j'étais assez étonné de ce point de vue. On a donné une prime Macron de 300 € à tous ces collaborateurs qui ont été sur le pont physiquement pendant la période. Et globalement, tout le monde a plutôt remercié de la situation. Et je pense qu'il va y avoir une crainte au début. Et puis ensuite, on va recréer un lien social, un poil ajusté avec la situation. Mais sans vous tresser des fleurs à tous les deux, mais vous êtes tous les deux à votre façon dans des entreprises où il y a une culture du respect des gens et du respect de l'humain qui est assez forte. Je pense que c'est pas être excessif que de dire ça. Et pour le coup, s'il y a bien une chose dont je suis convaincu sur l'impact managérial et sur quelque chose de durable, c'est que les entreprises qui ont un socle managérial dans lequel il y a une culture de confiance et dans lequel les équipes pensent que l'entreprise les respecte et ne se contente pas de les instrumentaliser, vous partez avec un avantage dans le contexte. Enfin, le mot-clé en termes de management, c'est la confiance dans les mois qui viennent, il me semble, de manière assez évidente. Et avec des enjeux de cohésion. C'est sûr. Déterminés. Sur le plan commercial, je pense que ça redescendra sur les clients. Ça redescendra sur la relation entre nos équipes et le client. Et ça va être et cette relation de confiance et d'honnêteté finalement avec le consommateur, elle va être encore plus importante là à la reprise et globalement, je pense dans la durée derrière. Alors justement, si on parle de commerce et de clients un petit peu, comment tu anticipes alors, ou peut-être je reviens d'abord à Guillaume, puisque toi, tu as quand même. Vas-y, annonce-nous ton scoop là, sur tes chiffres, ils sont comment en ce moment-là? Donc moi, j'ai rouvert depuis mardi. Donc, on avait vraiment allégé les horaires. On a laissé 2 jours de repos consécutifs. Voilà, et on a réouvert plus dans un format normal mardi. Alors, dans un contexte particulier qui est le nôtre, puisqu'on est en pleine saison de jardinage. Moi, je fais 110% de mon EBITDA sur mars, avril, mai, juin. Donc, il y a de la demande. Donc, on a fait plus 30 mardi, plus 40 hier, mercredi et plus 50 hier. Donc, on était sur des prévisions. Donc on risque de finir notre mois à moins 30 finalement. Donc, à limiter un peu la casse, avec des clients somme toute disciplinés. Donc, ça se fait, le chiffre se fait beaucoup par le panier et avec donc un point clé qui est la rapidité de passage en caisse. Voilà, parce que c'est ça qui… Parce que vous filtrez le nombre de clients par magasin. Vous filtrez… Pardon ? Je t'entends mal là. Vous filtrez le nombre de clients autorisés. Oui, on filtre. On a une règle en fonction de la surface. Et donc, on peut effectivement aller jusqu'à 100 personnes dans les plus grands magasins. Donc, on a ce sujet du filtrage à l'entrée qui est un truc un peu antinaturel pour nos collaborateurs. Moi, sur les plus grandes surfaces, j'ai mis des vigiles, voilà, pour les alléger de cette tâche-là qui est compliquée pour eux dans la relation client, puisqu'ils sont faits pour accueillir des clients, pour les faire rentrer, et tout d'un coup, on leur demanderait de filtrer les clients. Donc, voilà. Et sur les typologies d'achat, c'est vraiment des achats essentiels. D'accord, donc c'est des achats de besoins qui avaient été reportés. On n'est pas dans la compensation, la décompensation ou le plaisir frustré. On est plutôt dans l'achat de besoins qui avait été reporté. Absolument. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et nous, on a fait une étude client pendant cette période-là, parce qu'on
on imagine tous que nos marques sont essentielles, etc. Et très clairement, on a été plutôt placé dans les produits et les enseignes non essentielles. Donc, ça interroge forcément sur la valeur de marque et le travail qu'il y a à faire dans ce domaine-là en sortie de crise. Laurent, tu as quelle anticipation sur la mode? Lent. Une reprise, je pense, très lente. Mais c'est vrai que j'ai eu quelques chiffres de la grande distribution qui a, pour certains, ils ont réouvert leur espace non alimentaire avec des chiffres qui sont en train de grimper, hein, avec des baisses qui sont de l'ordre de moins 50, moins 40. Donc, il commence à avoir une amélioration dans la grande distribution sur les produits non alimentaires, textiles. Donc, c'est un peu du doigt mouillé. Mais c'est vrai que nous, on a pris des scénarios très faibles sur les 2 premières semaines, en n'étant pas certain que le déconfinement aura lieu exactement partout, avec quelles conditions, quelle taille de magasin, etc. Donc, quand je dis très négatif, nous, on s'écrit du moins 80, donc on écrit vraiment sur les magasins, hein, en sachant qu'on fait aujourd'hui 15% à peu près en ligne. Et ensuite, moi, je pense qu'il n'y aura pas de retour à la normale complet d'ici la fin d'année. On s'écrit un moins 10 sur le dernier trimestre, avec entre les deux un ramp-up assez lent. Mais je pense que les gens vont vouloir se faire ou plaisir ou produits basiques sur la mode. Moi, par exemple, je pars du principe que les maillots de bain vont plutôt bien marcher parce qu'on va pouvoir avoir le droit de sortir. Il y a 12 millions de piscines en France individuelles. Et donc, je pense qu'il y a pas mal de collaborateurs, de clientes qui voudront se faire plaisir et acheter du maillot de bain. Donc, je pense que la saison maillot de bain ne sera pas si mauvaise que ça. Par contre, tous les produits un peu au milieu qui sont un peu mode mais pas vraiment coup de cœur, je pense que ceux-là vont avoir plus de difficultés. Donc, c'est les deux extrêmes qu'on est en train de regarder. Et je suis d'accord sur tous les systèmes d'encaissement et le rôle, quelque part, du point de vente va beaucoup évoluer, même le rôle des équipes, parce qu'on a l'habitude d'être assez centralisé et donc de communiquer à notre base CRM de manière centralisée en ajustant les messages en fonction du type de consommation de nos clients dans la base. Nous, ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place aujourd'hui, c'est une relation vraiment magasin-client. Donc, c'est-à-dire que le magasin va contacter directement ses meilleurs clients par système de messagerie, par téléphone, pour recréer le lien. On a des points de vente qui ne sont pas trop grands. Et donc, vraiment de recréer le lien entre les clientes et les équipes magasins, ça va être extrêmement important parce que le trafic, il va être beaucoup plus qualifié. Quelqu'un qui va venir en magasin va acheter. Donc, on va avoir des taux de transformation. J'imagine, Guillaume, que vos taux de transformation sont infiniment plus élevés que la normale. Ouais, c'est 100%. Tous les clients sortent avec quelque chose. Hein. Voilà, exactement. Tu as évoqué un point qui est intéressant, qui je pense est clair pour tout le monde, c'est que qu'Omar évoquait bien au début, c'est que il y avait deux tendances ou deux discours ou deux enjeux dans les lieux communs qu'on professait tous, et moi le premier sur les dernières années en matière de retail, c'était la primauté de l'humain, de remettre de l'humain dans le magasin, l'interaction, l'expérience, etc., etc. Bon, on vous demandera tout à l'heure votre avis sur est-ce que ça peut être remis en cause ou challengé du fait qu'un être humain, maintenant, c'est un sac à virus, hein, potentiellement. Donc, et puis, il y avait la transition digitale et le rôle que la technologie peut avoir pour gagner en productivité, en efficience, de prolonger la relation 360, y compris en dehors du magasin, de segmenter entre les clients, et de mettre une part d'automatisation, etc., etc. Donc, on voit bien que on va venir après sur quelle lecture vous avez sur le poids de ces deux tendances dans les mois ou les années qui viennent, même si je vous demande une chose difficile. Peut-être, Michel, tu voulais dire un mot sur vous vous êtes amusé à screener ou à réfléchir, à identifier quelques technos qui pouvaient faire particulièrement sens dans le contexte de la réouverture? Absolument, absolument. En fait, on a essayé d'identifier à l'ICC un certain nombre de technos qui sont particulièrement pertinentes à l'aune du coronavirus. J'ai identifié 5 thèmes que j'aimerais passer en revue rapidement et peut-être mettre un petit coup de projecteur sur certaines de ces technos, dont certaines d'ailleurs sont utilisées par Laurent et Guillaume, je pense, d'après ce que j'ai compris. Alors déjà, il y a le trafic et l'activation in-store. Il est clair qu'au moment de la reprise, il va falloir régénérer du trafic en magasin. Et donc là, il y a pas mal de technos qui sont intéressantes. Il y en a une notamment une techno israélienne qui s'appelle SuperUp, qui a complètement réinventé le shopping et le marketing mobile en omnicanal, qui est vraiment
passionnante parce que tout se passe sur mobile. On importe le flux produit dans l'appli et derrière, on a carrément un petit magasin mobile. Et effectivement, les comportements sur mobile vont se développer. Deuxième techno que j'ai repéré, c'est Radius 8 qui, elle aussi, est sur le mobile, sur la mobilité, avec un système d'engagement personnalisé et géolocalisé. Là, on est plutôt sur la proximité d'un magasin pour dire vous n'êtes pas loin de ce magasin, venez, et donc des alertes sur le mobile. Et puis, on a aussi des technos d'activation plutôt à distance. Et là, c'est cette techno qui s'appelle BeyondX, qui virtualise complètement, qui fait un magasin 3D. Donc, vous pouvez, à distance, vous balader dans le magasin en 3D. Alors ça, effectivement, on n'aime pas, mais voilà, il y aura peut-être sûrement des applications réalité augmentée, réalité virtuelle, ou du showrooming virtuel pour concevoir, préparer ces magasins. Mais il y a quand même un vrai sujet qui est l'acquisition de nouveaux clients ou la réacquisition de clients. Et là, il y a effectivement des gens qui peuvent vous accompagner parce que ça va être vraiment important de toucher vos audiences sur différents canaux digitaux. Et il y a une structure dans le Nord qui s'appelle Mojo, qui est une agence spécialisée dans l'acquisition data, l'animation, l'activation, et qui répond à ce besoin d'acquisition de trafic frais, de trafic neuf, avec des outils comme Mojo Target, Mojo Data Manager, donc d'une part une plateforme pour la gestion de campagne, l'acquisition par emailing, avec 1000 bases de données référencées, et puis d'autre part un data manager, tout ce qui traite du big data, la gestion du recueil de data et la livraison finale. Tout ça dans une logique évidemment de ROI, parce que tout le monde va y penser, les budgets vont être limités, et chacun va regarder effectivement le retour sur investissement. Et c'est très important de mesurer et de regarder chaque euro investi en digital, qu'est-ce qu'il amène finalement en marketing physique, c'est-à-dire quel est le transfert du digital vers le magasin physique. Et là, les clients de Mojo, c'est par exemple Decathlon, Jules, Rouge-Gorge, et j'en passe. Donc ça, c'est pour l'acquisition. Pour la relation client personnalisée, il y a quelques technos intéressantes. Il y a Go In Store, qui vous propose une expérience vidéo immersive en magasin, c'est-à-dire que vous prenez rendez-vous avec un vendeur en magasin qui est équipé d'un petit dispositif avec son mobile et qui va vous faire la visite virtuelle du magasin. C'est notamment intéressant pour des achats considérés comme des canapés, comme des produits un peu chers, où on n'a pas envie de se déplacer, mais là, effectivement, cette techno prend tout son sens en période de confinement, où on peut aller en magasin avec le vendeur qui reste, lui, confiné dans son magasin. EXA, c'est une techno de modélisation 3D des produits sur la base d'images 2D. Donc, il va y avoir de plus en plus besoin d'inspirer les clients pour faire des choses qui convertissent aussi sur le e-commerce, parce que votre e-commerce, il devient de plus en plus central. Et donc, EXA, c'est une techno très intéressante où vous partez de la 2D et vous arrivez à des imageries 3D. Donc, ça accélère, ça amplifie le mouvement de modélisation 3D, donc de visualisation et de conversion sur Internet. Et DIM, ça, c'est sur la connaissance client également modélisée. C'est-à-dire que ça permet de capter et de bien comprendre ce qui se passe en magasin avec des insights sur les magasins qui permettent de personnaliser la relation. Sur cette personnalisation, il y a une plateforme que je trouve particulièrement intéressante et là qui s'adresse plus aux directions de l'offre, du produit, de l'innovation. On est sur cette collaboration visuelle avec Machine qui vous permet de travailler avec vos communautés de clients pour la conception, la co-conception, l'innovation et le sourcing. Donc, vous mettez à contribution vos meilleurs clients pour vous donner de l'inspiration via Pinterest, via les réseaux sociaux, avec des focus group physiques qui sont plus possibles. Ben là, ça permet de sourcer effectivement des images sur Pinterest, Instagram, etc. Et vous travaillez aussi avec vos bureaux d'études sur une plateforme collaborative. Donc là, les buying trips en Asie, c'est fini aussi, hein, et je pense notamment au secteur de la mode. Et c'était coûteux déjà, mais là, effectivement, des clients comme Salomon ou Cuisinella ont adopté cette plateforme et avec des résultats assez probants parce que finalement, ça permet d'augmenter le nombre de produits lancés en termes d'innovation, des produits qui sont plus validés par les clients, une réduction du time to market et puis quelque chose de très visuel, d'ergonomique et facile à mettre en œuvre. Donc ça, c'est pour My Machine. J'en viens à mon troisième paragraphe sur le commerce unifié. Alors, on a vu Comarch qui nous a présenté
sa plateforme de commerce unifié. Effectivement, il y a des plateformes qui sont un petit peu holistiques, comme celle de Comarch. On a des plateformes qui sont assez spécifiques sur le stock, par exemple, et cette startup qui s'appelle OneStock permet une vision unifiée du stock en omnicanal, c'est-à-dire vous savez partout, à tout moment, où sont vos produits, qu'ils soient en magasin, qu'ils soient en entrepôt. Et puis on a S4M, qui est quelque chose d'assez intéressant aussi en termes de commerce unifié, parce que ça permet d'unifier les insights marketing. Et là, c'est une solution d'attribution du marketing digital sur le trafic magasin. Ça va mesurer précisément quel est l'impact de votre marketing digital sur le trafic en magasin, ce qui est quelque chose qui est un peu le Graal aujourd'hui. En matière de dernier kilomètre, quelques technos intéressantes. Alors, peut-être quelque chose d'un peu futuriste avec Nuro, qui est ce véhicule autonome de livraison à domicile. Donc, on peut imaginer que demain, il y a des véhicules autonomes qui vous livrent vos produits frais, enfin tout type de produits, sans qu'il y ait ni de livreur, ni de chauffeur, et que le véhicule se déplace dans des zones de proximité. On a cette plateforme B2B de logistique et de livraison qui s'appelle TousFactor. Et là, ça met en relation des transporteurs et des retailers. Et puis, il y a Delivery, quelque chose d'assez nouveau que j'ai découvert aussi récemment grâce à nos partenaires écosystèmes, qui permet le pilotage du ship from store à la seconde près. Et donc, ça, c'est assez impressionnant aussi. Vous avez vraiment une maîtrise très précise de où sont les colis des clients. En dernier kilomètre, il ne faut pas négliger quelque chose, c'est que le dernier kilomètre, c'est assez anxiogène. Et là, on a vu sur cette période de confinement, c'était encore plus le cas. Les gens attendaient des courses, attendaient des colis. Et du coup, le monde d'avant, c'était quoi? C'était vous n'aviez pas de contrôle en tant que marque, vous n'avez pas de contrôle sur votre expérience, vous n'avez pas de branding, pas de contenu. Et donc, la question que vous pouvez vous poser, pourquoi ne pas gérer l'ensemble de l'expérience client? C'est-à-dire, en tant que marque, en tant que retailer, assumer complètement le dernier kilomètre. Et c'est ce que fait Parcel Lab, qui est une solution qui vous permet d'être présent à tous les instants du parcours client, et y compris au moment où ils vont recevoir les emails de confirmation. Donc, c'est l'expérience post-achat personnalisable, brandée par la marque. De nombreux retailers font déjà confiance à cette plateforme qui permet effectivement d'avoir une seule tête, qui est celle de la marque, et donc d'assumer jusqu'au bout votre expérience client. Les résultats sont probants aussi, hein, c'est une approche vraiment customer-centric. Beaucoup d'upsell grâce à ça, parce que vous faites revenir les gens sur votre site quand ils viennent se documenter sur où en est mon colis, le fameux Where is my order, le WISMO. Et il y a un engagement très proactif aussi de la marque, donc qui réduit les demandes au call center. Et on sait qu'ils sont engorgés en ce moment, les call centers, par des questions de suivi de commande. Voilà. En outre, ça aide aussi pour le NPS, puisque ça augmente la satisfaction client perçue vis-à-vis des marques. J'en viens à mon cinquième et dernier point, qui est l'automatisation et la robotisation. Et là, il y a des technos assez intéressantes et assez fascinantes. Vous avez ce Galam Robotics, qui est un robot de stockage modulaire. C'est une espèce de Rubik's Cube géant qui optimise votre espace de manière incroyable, puisque tout est compressé, et les cubes et les paquets et les colis, etc., peuvent bouger, tout ça va être robotisé, de sorte que si vous cherchez vous pouvez mettre des entrepôts avec des tailles très petites et avoir un accès immédiat aux produits. NoMagic, une techno d'intelligence artificielle qui permet l'enseignement aux robots. Donc il propose aujourd'hui des robots as a service. Donc vous donnez une instruction à un robot et puis il va la répéter. Et là, effectivement, en période de zéro contact, ça peut être intéressant de commencer à regarder les robots de picking notamment. Et SEO Retail, qui est un monitoring de la distanciation sociale en magasin. Et ça, je vais venir à une autre technologie. Ça, c'est intéressant. Vous avez ces caméras de sécurité qui commencent à surveiller ce qui se passe dans les magasins. Et il est probable qu'on ait des lois, et je vois que ça risque d'arriver notamment en Hollande, des lois qui obligent les retailers à mesurer qu'effectivement, il y a bien une distance de 1,50 m entre chaque client, à mesurer que voilà, la distanciation sociale est bien respectée. Donc, ces technos vont être presque indispensables. Et là, je pense notamment à Pygmalios, qui est une techno européenne qui nous vient de Slovaquie et qui non seulement mesure tous les parcours clients avec des capteurs, qui permet d'avoir une sorte de store analytics qui va valider vos horaires d'ouverture, les moments de fort trafic, qui mesure les zones de chaleur aussi en magasin pour savoir les rayonnages qui sont plus ou moins occupés.
et puis qui commence aussi à détecter si les gens portent un masque ou pas, parce qu'on va peut-être vous obliger à vérifier aussi que les clients portent des masques ou pas. Voilà, donc ça, c'est une techno assez intéressante. Oui, Cédric. Donc, si on revient à nos speakers, juste pour compléter là-dessus, je voulais remercier en passant d'autres technos que je n'ai pas eu le temps de mentionner parce qu'il y avait énormément de monde que j'aurais pu citer dans ce showcase-là, mais je n'ai pas pu effectivement citer tout le monde, ils se reconnaîtront. On refera des technos. Parmi les choses que Michel a évoquées, il y a cet arbitrage, et que j'évoque aussi, il y a cet arbitrage entre continuer à remettre l'humain, l'expérience, l'émotion, etc., au centre de ce qui se passe dans les magasins et de ce que vous cherchez à faire dans les magasins. Et d'un autre côté, la défiance, la distanciation sociale, la tendance à l'automatisation, etc. Comment vous imaginez, pas forcément dans vraiment les 2 semaines de la réouverture, mais comment vous imaginez dans les mois qui vont suivre que les clients et les équipes vont se réinstaller dans cette dialectique-là? Qu'est-ce que vous avez en tête? Est-ce que vous avez des hypothèses sur la façon dont le retail va évoluer de ce point de vue-là? Et vous, qu'est-ce que vous imaginez? Bon, je vais me lancer. Merci Michel pour la présentation. Juste, moi, j'ai un point d'alerte quand même parce que la réalité, il faut aussi tenir compte malheureusement d'un facteur, c'est que la santé financière des entreprises, elle en a pris un sacré coup. Et donc, la façon dont on doit travailler va forcément être ultra différente de la façon dont on a travaillé avant. Et c'est certain qu'on avait tous envie de tester plein de gadgets digitaux et autres. Alors, là, il y en a vu quelques des solutions que moi, je considère comme des gadgets, la modélisation en 3D, des boutiques, etc. Honnêtement, je crois que j'y ai jamais cru et je crois que ça ne marchera jamais. Je pense qu'on a des très bons sites de e-commerce et on n'essaie pas de reproduire la réalité de ce qui existait avant. C'est un peu comme les compteurs de voitures. Au début, ils sont devenus digitaux, on mettait des aiguilles et puis on a réalisé que finalement, il y avait d'autres moyens plus intelligents de présenter l'information que de reproduire les anciennes aiguilles. Et finalement, un site de e-commerce peut être beaucoup plus performant qu'une fausse boutique virtuelle dans laquelle on se balade parce qu'on avait la contrainte du physique qu'on n'a plus. Mais et je pense qu'il va falloir qu'on soit agile, il va falloir qu'on arbitre entre toutes les différentes solutions parce qu'on n'aura pas les moyens de dépenser, parce que tout le monde dit ouais, j'ai un super ROI, je suis en mode SaaS, mais la réalité, quand on fait la somme du 1% plus 1% plus 1%, on a vite dépensé 10% de son chiffre d'affaires en mode SaaS parce qu'il y a beaucoup de recouvrement de chacune des solutions. Et donc, je pense qu'il va falloir vraiment être astucieux et davantage bricoler pendant un certain temps. Alors, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour toutes les startups. Et moi, je sais que j'adore les startups et j'adore bosser avec plein de startups et essayer plein de choses. Mais il y aura des choses fondamentales. Le paiement surface de vente. Nous, en l'occurrence, on a développé notre propre solution qui était en pilote dans 5-6 magasins et que je vais déployer dans tous nos gros magasins là d'urgence au moins d'avoir 1 ou 2 terminaux de paiement surface de vente pour décharger la caisse et réduire le flux en magasin le plus vite possible. Et je crois que la connaissance de son stock et le stock unifié, c'est super important. Alors là, il y a eu un certain nombre de solutions. En l'occurrence, nous, on a développé notre propre solution avec de la RFID, etc. Et donc, aujourd'hui, on a un stock unifié et nos magasins sont des entrepôts. Si on prend Undies, 50% aujourd'hui des flux digitaux en fait, partent de nos magasins directement. Donc, la moitié part des entrepôts et les expéditions et l'autre moitié part de 40 magasins qui ont été sélectionnés. Et on va chercher dans le magasin qui a la plus faible probabilité de vendre le produit. Et donc, je pense que ces outils, ils doivent avant tout là, tu nous qui sont augmenter sur l'efficience du cœur de métier, l'efficience du cœur de process. Et augmenter et transformer nos clients, nos vendeuses en vendeuses augmentées. Donc, leur donner davantage d'outils pour être plus proches de leurs clientes. Et tout ce que le luxe fait extrêmement bien aujourd'hui de clienteling, je pense qu'à nos niveaux, ce clienteling intuitif personné, il va être encore plus important. Puisque finalement, on va avoir moins de flux, le flux va être plus acheteur et cette relation avec le client, il va être extrêmement important. Et je pense que dans tous ces outils de géologue et je vais attraper les gens dans la rue pour les faire venir dans ma boutique, je pense que quand on a une position de relativement leader sur son marché, ce qui est notre cas et ce qui doit probablement être le cas d'Invivo aussi en France, ça va être, je pense, de récupérer les clientes qui sont abandonnistes, davantage servir les clientes existantes, mais on va avoir beaucoup plus de mal à aller capter des nouvelles clientes, sauf à offrir un niveau de service ou d'offre qui n'a absolument rien à voir. Alors peut-être que moi, je vais me mettre à vendre. Tu privilégies la transformation, le panier, la lifetime value du client par rapport au trafic et au recrutement. Je pense dans un premier temps pour les leaders,
sachant que moi, il y a probablement 75% des femmes françaises qui s'achètent de la lingerie chez Etam. Est-ce que je vais aller chercher les autres 25% dans cette période-là, où je vais essayer de bien travailler ma base existante et celles qui sont un petit peu moins venues ou qui ne sont pas venues pendant le Covid sur notre site? Je pense que nous, on va travailler en tout cas dans ce sens-là. Guillaume, dans ton métier, il y a une part de conseil qui est forte sur certains types d'achats dans les jardineries. Ouais. Donc, ouais, moi, pour réagir un peu à tout ce qui vient d'être dit, y compris par Michel, je ne vais peut-être pas forcément très bien m'exprimer, mais on se retrouve devant une situation qui est tout à fait particulière, puisqu'on est en train de dissocier beaucoup de choses. On est en train de dissocier la gestion du flux avec l'efficience maximum. Ça devient moins, là on reprend une casquette de gestionnaire de flux, donc on a beaucoup moins une casquette de liens et de relations clients. Donc ça, comment on le comble? Et je pense qu'on a un vrai sujet autour du marketing relationnel, pas forcément que le transactionnel, pour tenir le lien avec le client, et que les contraintes, parce qu'à la fin, il va vivre quand même ça comme des contraintes, de faire la queue pour rentrer dans un magasin. Il était un peu nourri de sens précédemment. La deuxième dissociation, c'est celui du flux physique et de l'animation commerciale, parce que je pense que là, par rapport aux outils digitaux, on a un vrai sujet. Voilà, moi, je me sens plus… J'ai un vrai sujet, moi, de me dire j'engage une mission commerciale avec du média physique ou du grand média, avec des programmations 4, 6, 8 mois à l'avance. Donc là, je pense que dans l'intérêt d'outils qui pourraient amener à ça, et également dans les nouvelles technologies, même si elles existent déjà, mais la capacité à animer réellement avec des outils décentralisés les équipes en magasin. Alors, du Simplifield, il y a du Ubique, il y a tout ça. Et là, je pense que ça va prendre une prégnance beaucoup plus. On voit, ce qu'on a demandé, nous, à nos collaborateurs, c'est de gérer du flux. On les a fait passer en click and collect pour certains magasins exclusivement. C'est un métier d'entrepôt, le click and collect. Donc, on voit qu'on est des gens qu'on avait recrutés plutôt sur la posture d'aller vers le client. On leur demande de préparer de la commande et à commencer à faire des métriques, à voir combien on en prépare à l'heure. Donc, on a cette dissociation de tout ça qu'on vit pleinement là. Qu'est-ce qui va en rester à terme? Et ça, je pense que c'est un peu une des clés sur la manière dont on fera. Une chose frappante dans ce que tu disais, Laurent, c'est que tu parlais de clienteling, parce que le clienteling, on voit bien le côté très pas personal shopper, mais enfin bon, un peu toutes ces notions d'accompagnement assez personnalisé, assez proche des clients, qui peut également faire sens dans le jardin, sur toute la partie végétale en particulier, où il y a quand même un enjeu de pédagogie et d'accompagnement qui peut être très fort. Mais on peut faire du clienteling avec un masque qui fait qu'on ne te reconnaît pas et en se tenant à 1,50 m de son client. C'est réaliste? Alors moi, honnêtement, je pense que oui. Et le clienteling, en fait, je pense qu'en fait, la difficulté, c'est de sortir de nos carcans des règles d'avant et de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? On a un nouvel écosystème avec un marché qui va être un peu plus difficile, des consommatrices qui vont avoir du mal à aller dans les magasins pour certaines. Et donc, du coup, comment on fait ça? Moi, je prends un exemple. Nous, on se dit qu'en centre-ville, à peu près la moitié de nos magasins, finalement, une cliente qui habite à 1 km à vol d'oiseau du magasin, c'est 10 minutes à pied pour une vendeuse. Et ben moi, je pense que la relation avec le client, en fait, à partir du moment où elle est dans notre base, on va leur faire beaucoup plus confiance. Donc, nous, on est en train de travailler, d'appeler la cliente, pas la première semaine à la sortie parce qu'il faudra que tout le monde, pardon, j'ai eu un appel, excusez-moi. Donc, parce qu'il faudra que tout le monde s'organise la première semaine, mais ensuite, de commencer à appeler les bonnes clientes et dire, madame, est-ce que vous voulez qu'on vous prépare un panier? Bonne taille, c'est ça. Et on vous prépare une sélection de 10 maillots de bain. On le met dans un joli panier. On va le déposer de chez la cliente.
devant la cliente et on lui laisse 3 jours. On ne prend même pas d'empreinte de carte bancaire, etc. On connaît la cliente. Et 3 jours plus tard, on revient avec un TPE et on encaisse ce qu'elle a envie de garder. Et donc ça, c'est une forme de clienteling. Et celle qu'on va arriver à capter comme ça, pour certaines, celles qui auront moins peur d'aller dans les magasins, c'est sûr qu'on va la récupérer comme cliente. Et c'est plein d'initiatives comme ça qui font évoluer finalement finalement, on a des clientes, on a des hôtesses de vente et on a des lieux physiques avec du stock. Et en fait, ces 3 facteurs, c'est comment est-ce qu'on les utilise différemment et on les optimise en sortie de crise. Et je pense que la confiance client, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le self-checkout, on dit on va se faire voler, etc. Mais finalement, si on arrive à trouver pour certaines industries qui peuvent faire un self-checkout avec ses bons clients, en leur faisant confiance, en ayant un peu des marques inconnues, mais finalement en recréant la confiance, eh ben, il va falloir prendre ce risque-là parce qu'on a plus d'opportunités en fait à en tirer, je pense, que le risque qu'on fait supporter à l'entreprise. Donc dans cette relation client, c'est ça que j'appelle du clienteling. Ensuite, nos terminaux qui permettent de faire du paiement sur place de vente, c'est des smartphones. On avait déjà développé une offre de clienteling qui permet de savoir quelle a été la taille de la cliente, etc. Et donc, de lui proposer, si on ouvre nos cabines, on est en train encore de se poser la question, de déposer les produits en cabine sous blister, qu'elle puisse les essayer. Et ensuite, ceux qu'elle va pas prendre, on les garde, on les met en quarantaine 24 heures. Ensuite, on les passe au steamer pour tuer le virus qui sera encore dessus avec une température supérieure à 60 degrés. Donc, ça permet quand même de travailler très différemment. Alors que si vous n'avez pas ces éléments de clienteling, vous ne connaissez pas tout votre cliente, c'est encore plus difficile d'être 1,50 m d'elle et de la découvrir et d'essayer de lui demander ce qu'elle veut et de savoir ce qu'elle veut pour nous de la lingerie de nuit, de la lingerie de jour, du maillot de bain, soutien-gorge, une culotte, quelle taille, ça illustre très bien. Encore plus compliqué. Donc, ça illustre très bien. Vas-y, pardon. Et qui me rappelle un peu ce qu'on a vu en Chine, que vous connaissez, enfin, vous avez tous. C'est ce mélange de grande proximité, d'interaction sociale très forte et en même temps de virtualisation et de distance physique, où la proximité finalement passe pas forcément par l'interaction physique interpersonnelle. Et où on est sur un mode relationnel où on combine la socialisation et l'interaction physique de manière très différente de ce à quoi on est habitué dans nos magasins classiques historiques. Je crois que dit très bien cet enjeu-là. C'est ce que disait Guillaume aussi, hein, c'est comment on réinvestit sur le relationnel, alors qu'en même temps, on a des contraintes d'interaction physique qui vont être beaucoup plus fortes dans les mois qui viennent. Et il ne s'agit pas de lâcher l'un pour l'autre, effectivement. Peut-être puisque le temps passe, Michel, est-ce que tu peux nous dire si dans les questions des participants, il y en avait 2, 3 qui paraissaient un peu récurrentes ou qui paraissaient intéressantes? Effectivement, il y a des questions de vision du futur et effectivement, comment vous voyez le business et l'année 2020 au global, une fois la reprise entamée. Donc, un peu vos prédictions ou en tout cas votre anticipation de la taille du business sur 2020. Donc, moi, je l'ai évoqué, hein, j'ai un business très saisonnier. Donc, moi, j'ai 3 phases pour moi. J'ai une première phase jusqu'au 11 mai où il se trouve qu'on va être parmi les commerces qui sont ouverts. Je pense qu'il y a un sujet qui est clé pour la période suivante, c'est quelle va être la stratégie de déconfinement. On parle de régionalisation, hein, et on voit qu'il y aurait eu des approches plus régionalisées. Je pense qu'on aurait procédé un peu différemment. Et où on se dit que là, la clientèle va être plus sédentaire que d'habitude. Donc, nous, on considère que c'est une opportunité qui peut se poursuivre jusque mi-août, où il va y avoir un peu ce déclencheur de la rentrée des classes, qui est toujours un moment de contraction un peu plus sur les comportements d'achat. Et après, moi, j'anticipe qu'à partir de la mi-août, mais c'est pour mon métier, on va rentrer beaucoup plus dans le dur, parce que là, on commencera à avoir pleinement, malheureusement, les effets de défaillance d'entreprise, de chômage, d'activité partielle qui vont se retrouver dans réellement du chômage. Et c'est pour ça, par rapport à ce que disait Laurent, c'est qu'est-ce qui nous rend service comme technologie, comme truc, et à court terme,
parce que je pense qu'on n'a pas une visibilité énorme sur les mois qui viennent. Et dans les impacts, alors il y a une autre question, c'est sur les impacts finalement de la crise Covid sur les mentalités et notamment cette notion d'une éventuelle reprise de l'envie de faire plus de Made in France. Est-ce que vous voyez quelque chose dans ce sens-là, vous? Alors, on va tous avoir ce discours. On va tous avoir ce discours. Et après, on sera tous dans l'injonction paradoxale de combien ça coûte et qu'est-ce que c'est vraiment du Made in France. Mais c'est sûr que on va tous s'interroger sur des sujets de résilience, des sujets d'économie résidentielle. Après, voilà, est-ce que ça va perdurer? Voilà, on le vit sur les masques. Hein. Tout le monde va vouloir produire des masques. Il y a des gens qui sont plus légitimes à le faire. Après, il y aura une réalité économique aussi qui viendra se rappeler à nos bons souvenirs. Ça a sens, cette question de la relocalisation dans un métier comme la mode, ça fait sens ou c'est jouable? Je m'attendais à la question, je vais vous donner 3 chiffres. Un soutien-gorge milieu de gamme chez nous qui est vendu 30 €. Si je le produis en Chine, il me coûte 4,75 vendu à mon entrepôt. Si je le produis en Tunisie, 5,45. Donc là, on peut se poser la question quand même de rapprocher notre sourcing, hein, parce que cet écart de 12-13%, c'est 70 centimes. On peut imaginer qu'on peut l'absorber. Si le même, je le produis en France, il me coûte 13,70. 13,70. Donc malheureusement, moi, je ne peux pas relocaliser en France. Par contre, je pense que tout ce qui est politique RSE, tout ce qui est supply chain, c'est sûr qu'elles vont être traumatisées par ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, on l'a bien vu puisque nous-mêmes, on a dû complètement changer nos plannings de collection pendant cette période de confinement et pouvoir glisser des produits d'une saison sur l'autre, annuler, changer les types de sourcing, etc. Et finalement, on a vu qu'on a pu le faire de manière assez agile sous la contrainte et que les fournisseurs sous la contrainte comprenaient aussi qu'ils devaient aider leurs clients. Et du coup, ça a renforcé la relation client-fournisseur, je pense, pour les meilleurs, nos fournisseurs les plus importants de manière assez incroyable. Et nous, on s'est déjà engagé sur le Fashion Pact d'avoir 80% de nos produits RSE en 2025. Mais typiquement, là, nos pyjamas Noël, on vend beaucoup de pyjamas en pilou-pilou, en polaire, qui sont en polyester. On avait une petite part de la gamme qui était en polyester recyclé. Là, ce que j'ai essayé de faire, moi, cette année, c'est d'avoir, du coup, on a retardé un peu nos achats et on va faire tout en 100% polyester recyclé. C'est-à-dire qu'on n'aura aucun pyjama polyester qui ne sera pas en polyester recyclé. Donc, pas du Made in France, mais par contre, beaucoup plus vertueux envers la planète. Et même moi, en tant que manager et patron de cette entreprise, je ne me vois pas vendre des pyjamas qui représentent 2 kilos d'hydrocarbures par pyjama dans la période actuelle. Je trouve que ça serait un mauvais message pour nos équipes et pour nos clientes. Donc, je pense que cette transition écologique et RSE, il va y avoir une accélération très forte, clairement. Et ça fera encore plus la différence qu'avant, à partir du moment où le discours il est honnête. Ce ne sera plus la petite capsule comme tout le monde, la vitrine avec 3 produits qui se battent en duel en disant je fais du coton bio, mais ça sera vraiment fondamentalement à quel point les entreprises elles tiennent compte de ça pour leurs collaborateurs, pour leurs clients, pour l'environnement. En tout cas, c'est le virage qu'on avait commencé à prendre avant et qu'on accélère très significativement maintenant. Et le marché de l'occasion, il va souffrir des craintes sanitaires ou il peut… Non, je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, ça va accélérer. Il faudra que les sociétés comme Vinted, etc., garantissent une forme de nettoyage, etc., des produits que les clients garantissent. Il y aura des étoiles, le produit a bien été nettoyé, il y a eu la photo qui prouve que, etc. Et ceux qui auront la meilleure démarche sanitaire, en tout cas comme vendeurs d'occasion, en vendront le plus. Comme cet écosystème, l'avantage de communautaire, il s'auto-ajuste. En fait, les meilleurs sont mieux notés et drive quelque part le changement. Donc, mais nous-mêmes, on discute avec Vinted pour voir comment est-ce qu'on peut les aider et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Donc, ça fait partie des schémas, je pense, qui continueront de se développer assez fortement après la crise. On a une question pour Guillaume et pour Laurent qui rejoint ce que disait Cédric tout à l'heure sur votre management, votre type de management. Une question sur est-ce que vous pensez que valoriser davantage les collaborateurs en cette période est important et comment est-ce que vous avez trouvé des nouvelles sources de motivation ou de reconnaissance vis-à-vis d'eux? Et je finirai sur cette question. Non, je pense que
moi, j'ai jamais eu un dialogue social aussi intense qu'en ce moment. Et même sur certaines entités où c'était plutôt compliqué, ça a créé l'opportunité de rediscuter plus sereinement sur des sujets de fond qui étaient ceux de la sécurité. Ça a demandé à remettre beaucoup de pédagogie dans la communication de la situation économique de l'entreprise, avec une vraie ligne de crête, de dire la vérité sans être excessif et sans que certaines décisions qui peuvent être prises ne soient pas perçues un peu de manière opportuniste. Donc, on est vraiment sur un peu cette ligne de crête et plus participatif, et notamment sur l'élaboration de tous les protocoles magasins. Voilà, j'ai vu qu'il y avait une question qui parlait de voilà, qu'on avait vu que sur nos parkings, on régulait l'entrée en mettant un nombre limité de caddies. Bon, ben ça, c'est un collaborateur qui a proposé cette idée-là, et donc de valoriser et de dire, bon, voilà, c'est un sujet commun, on le travaille ensemble. Puis le dernier point, c'est de bien maintenir pour autant le positionnement et le rôle des managers relais. C'est vrai que les communications permettent, voilà, là on est 300, ça permet de parler plus, et c'est des gens qui prennent vraiment qui sont vraiment là dans toute l'acception de leur rôle entre le terrain, et c'est eux qui reçoivent en premier un peu les craintes, les angoisses, et puis toute la vitesse de réaction que ça a demandé. Voilà un peu pour les éléments du climat, du climat social, mais avec moins maintenant, mais sur les premiers temps, hein, vraiment des hauts et des bas qui peuvent venir dans des temps extrêmement rapides. Donc, il va être temps de vous libérer. C'est dommage, on aurait bien aimé parler encore 2 jours, je pense, sur tous ces sujets-là. En tant que patron d'une entreprise de retail, finalement, ce que vous dites, vous, sur la posture que vous devez avoir ou sur ce que ça va vous demander dans les mois qui viennent, si vous deviez résumer en une phrase, comment ça vous amène à changer ou à reconsidérer ou à réfléchir sur la posture que vous devez avoir et sur ce que l'entreprise a besoin que vous soyez, en fait? Alors, je vais commencer comme ça, Guillaume va terminer. Moi, je pense que on doit avoir une forme d'exemplarité. On doit être à l'écoute de nos collaborateurs. Moi, je pense que le travail le plus difficile, ça va être, on est à un moment donné, il faut rassurer d'un côté, et rassurer avec des actions. Donc, c'est le dialogue social dont parlait Guillaume, et de rassurer les collaborateurs. Donc, beaucoup de Teams, de calls comme ça sur Zoom, et pour expliquer ce qu'on fait. Je pense qu'il faut expliquer ce qu'on fait. Donc, d'un côté, il faut rassurer. De l'autre côté, les entreprises, elles vont être sous tension financière absolument incroyable. Et donc, il faut qu'on travaille de manière beaucoup plus agile, et qu'on serre les coups très fortement. Et c'est vrai que pendant cette période de confinement, au début, tout le monde a compris, on dit, oh là là, tout est fermé, on fait 0 de chiffre d'affaires, et puis on s'habitue à tout. Et donc, tout le monde reparle déjà de qu'est-ce qu'on va dépenser, etc. Et la réalité, c'est qu'on doit serrer nos coûts, pas forcément sur l'humain, mais surtout les prestations, etc. qu'on fait pour traverser l'année autant que possible. Nous, on doit faire appel à un PGE. Donc, le PGE, c'est pas de l'argent gratuit, c'est de l'argent qui se rembourse. Et donc, du coup, on va vivre sous tension, comme 90-95% des retailers, comme nous, en tout cas, on n'a jamais eu à le vivre. Et donc, il faut arriver à vivre avec ces deux contraintes. Donc, c'est expliquer, rassurer, expliquer, mettre en place beaucoup de choses, communiquer fréquemment, être sur le terrain le plus souvent possible. Je pense que ça va être très important, c'était en introduction, que le siège aille sur le terrain extrêmement fréquemment. Il ne peut pas y avoir le siège planqué et le terrain au contact des clients. Ça va être un sujet d'exemplarité, je pense, absolument important. Et donc, il va falloir gérer des extrêmes, et ça se fait en communiquant, en expliquant beaucoup, pour moi.
Très bien. Guillaume, tu veux ajouter un mot? Non, mais je pense que, moi, j'ai deux, trois préoccupations majeures. Je pense que celle de donner du sens et de l'explication euh, sur les valeurs de l'entreprise, etc. Et montrer comment on les fait vraiment vivre. Et puis l'alignement, hein, c'est ce que disait Laurent, c'est comment tout le monde est bien aligné, se met dans une logique de contribution et dans une contribution par rapport à ce qui se passe qui va être plus immédiate. Hein. On va travailler des boucles courtes un peu, hein, je pense. Aussi. Voilà. Michel, tu veux conclure? Oui, écoute, effectivement, je vais conclure en vous parlant de notre prochain webinaire. Déjà, remercier Guillaume et Laurent, c'était passionnant. Je pense que tout le monde, on a beaucoup de commentaires très positifs dans la salle. On a eu plus de 300 participants et je pense que tout le monde a été vraiment captivé par ce qui s'est dit. Merci à vous. Je remercie également nos partenaires, Comarch, Parcel Machine et Mojo. Et puis, je voudrais vous parler de notre prochain webinaire qui a lieu très bientôt, qui sera juste avant le déconfinement, donc le 7 mai, avec cette fois-ci un focus sur un sujet dont parlait Guillaume tout à l'heure, c'est le marketing relationnel et notamment l'expérience client, enfin tout ce qui est autour de l'expérience client et du marketing relationnel. Donc ça, c'est le prochain débat. Le 7 mai, inscrivez-vous. On aura Sébastien Bismuth de Jennifer, Pierre Courciel du Furet du Nord et une enseigne de bricolage, Monsieur Bricolage, avec Christophe Mistou. Donc 3 intervenants, un sujet passionnant. Je voudrais également vous informer de notre événement de la rentrée de septembre, le Retail Project qu'on a reporté évidemment, qui devait avoir lieu le 14 mai, qu'on a reporté au 10 septembre, qui sera physique et virtuel, ou physique et digital sans doute, un petit peu un mix des deux. Et on a aussi de très très bons intervenants et speakers qui seront présents. Alors, septembre, c'est un bon moment, ce sera intéressant septembre, parce qu'on aura décanté, on aura quand même plusieurs mois de recul. On sera probablement au bon moment pour commencer à se projeter dans l'avenir en étant un peu moins dans la boule de cristal qu'on est aujourd'hui. Et en même temps, ça vient suffisamment tôt pour que ça permette d'encore agir sur les plans d'action de l'automne et la préparation des fêtes de fin d'année et 2021, bien entendu. Rétrospectivement, le fait de l'avoir déplacé à mi-septembre nous paraît assez intéressant du point de vue des enjeux des retailers. Voilà, et puis je voudrais conclure en remerciant nos partenaires médias aussi, Global Retail News, le groupe BMC, Monsieur Bricomag en particulier, et toute mon équipe, l'équipe ICC qui s'est vraiment défoncée pour préparer ce webinaire alors qu'on était confinés. Donc Virginie, Anaïk en particulier, les 2 nouvelles de l'équipe qui ont appris sur le tas comme ça, et Mallory, Apolline, Anne-Sophie. Bref, toute l'équipe. Merci à l'équipe Diamart également et toutes les équipes qui ont contribué à la préparation de ce webinaire. Merci à tous. On vous donne rendez-vous le 7 mai. Inscrivez-vous rapidement sur le site de l'ICC et puis on partagera un compte-rendu et un questionnaire de satisfaction avec vous très rapidement. Les slides et le replay seront disponibles sur le site YouTube, la page YouTube de l'ICC. Donc, revenez bientôt sur notre YouTube, vous verrez le replay pour ceux qui n'ont pas pu voir tout. Voilà, merci beaucoup à tous. Laurent, Guillaume, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.